Au cœur implacable de la ville, où les rêves sont aussi communs que les gobelets de café jetés, une jeune serveuse nommée Amélie Leroy se noyait. Elle se noyait dans les dettes, dans l'inquiétude pour sa mère malade, et dans l'anonymat écrasant de son quotidien. Sa seule bouée de sauvetage était la gentillesse discrète qu'elle offrait à un vieil homme oublié, un habitué de son bistrot avec une main noueuse et des yeux qui contenaient les fantômes de 1000 histoires inédites. Elle pensait que sa compassion était un remerciement à l'univers, une prière silencieuse pour un miracle. Elle n'aurait jamais imaginé que le miracle serait assis dans son rang, déguisé en tweed usé, détenant le pouvoir de tout changer. Ce n'est pas seulement une histoire de gentillesse récompensée. C'est l'histoire de comment un simple acte d'humanité peut démêler un écheveau de secrets, exposer la vraie nature de la cupidité et redéfinir une vie de la manière la plus spectaculairement inattendue. Amélie Leroy connaissait la géographie précise de l'épuisement. Il résidait dans la douleur entre ses omoplates, une pulsation sourde et constante qui irradiait le long de ses bras jusqu'au bout de ses doigts. Il vivait dans la sensation granuleuse derrière ses paupières lorsqu'elle se réveillait en sursaut au cri strident de son réveil à 5 heures du matin, avant même que le soleil n'envisage d'honorer de sa présence l'horizon teinté de smog de Paris. À 24 ans, elle se sentait ancienne, usée par une vie qui semblait prendre bien plus qu'elle ne donnait jamais. Son monde était un appartement exigu au 4e étage sans ascenseur dans le 19e arrondissement, un espace qu'elle partageait avec sa mère, Hélène. L'appartement était une collection de meubles dépareillés, de photographies fanées et de l'odeur omniprésente et tenace d'alcool à friction et de fleurs fanées. Hélène, autrefois une force de la nature vibrante avec un rire qui pouvait remplir une pièce, n'était plus qu'une silhouette fragile contre la fenêtre, son monde rétréci par l'emprise impitoyable de la sclérose en plaques. La maladie était une voleuse cruelle, lui dérobant sa mobilité, son indépendance et les mauvais jours, son espoir. Chaque matin, la routine d'Amélie était un ballet de soins méticuleusement chorégraphiés. Elle aidait sa mère à se laver, à s'habiller et à manger, ses mouvements doux mais efficaces. Elle mesurait le cocktail redoutable de médicaments, chaque pilule un minuscule rappel amer de leurs factures médicales qui s'accumulaient. Les factures étaient une marée implacable menaçant de les engloutir. Elles étaient épinglées sur le réfrigérateur, une mosaïque de derniers avis et d'avertissements rouges vifs. Amélie travaillait en double service au bistrot du coin, un établissement animé et perpétuellement collant du Marais, mais ses chèques de paie n'étaient que de simples sacs de sable contre une inondation. Le bistrot était son propre purgatoire particulier. L'air était épais de l'odeur de croissants brûlés, de café âcre et des frustrations mijotantes de ses clients. Son patron, un homme perpétuellement stressé nommé Serge, aboyait des ordres comme un sergent instructeur, sa patience aussi fine que les serviettes en papier bon marché du bistrot. Ses collègues étaient un groupe hétéroclite. Il y avait Brigitte, une serveuse chevronnée au cœur d'or et aux pieds en permanence enflés. Et puis il y avait Chloé, une femme dont l'ambition était aussi tranchante et dangereuse que ses ongles parfaitement manucurés. Chloé considérait Amélie avec un mélange de pitié et de dédain, faisant souvent des remarques désobligeantes sur ses baskets usées ou sur le fait qu'elle ne se joignait jamais à elle pour boire un verre après le travail. « Certaines d'entre nous ont une vie, tu sais », disait-elle assez fort pour qu'Amélie l'entende. La vie d'Amélie était sa mère. Chaque euro disponible, chaque pensée éveillée était consacrée au bien-être d'Hélène. Elle rêvait d'un monde au-delà des cuillères grasses et des renouvellements d'ordonnances. Elle rêvait d'emmener sa mère revoir l'océan, de sentir le soleil sur son visage sans l'anxiété lancinante de la prochaine facture. Mais les rêves semblaient un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. C'est par un sombre mardi après-midi, le genre de jour qui semblait aspirer la couleur de la ville, qu'il est entré pour la première fois. L'homme était vieux, ancien même. Il se déplaçait avec une lenteur douloureuse, sa jambe gauche traînant légèrement derrière lui, sa main gauche noueuse et tremblante, agrippant une canne en bois usé. Il était vêtu de vêtements qui avaient connu des décennies meilleures, une veste en tweed délavée avec des coups de rapiécés, un pantalon un peu trop court et des chaussures en cuir éraflé. Son visage était une carte routière de rides, ses yeux d'un bleu pâle et aqueux qui semblaient regarder le monde avec une profonde lassitude. Il choisit une petite banquette au fond, une section que personne ne voulait jamais parce qu'elle était la plus éloignée de la cuisine. Chloé, qui était censée s'en occuper, roula des yeux de façon spectaculaire. Oh non, pas encore lui. Il met une éternité à commander et laisse un pourboire comme s'il vivait d'une rente de l'âge de pierre. Amélie, prends-le. Tu es si douée avec les cas sociaux. La mâchoire d'Amélie se crispa à l'insulte, mais elle hocha simplement la tête, attrapant une carte et un verre d'eau. Ce n'est pas un problème, dit-elle, la voix égale. Elle s'approcha de la banquette avec un doux sourire. Bonjour, monsieur. Bienvenue au bistrot du coin. Je m'appelle Amélie. Puis-je vous servir un café pour commencer? Le vieil homme leva les yeux, son regard étonnamment vif. Il sembla l'étudier un long moment avant de hocher lentement la tête. Un café serait bien,
jeune fille. Noire. Sa voix était un râle grave et rauque, comme si elle n'avait pas beaucoup servi ce jour-là. Quand elle revint avec le café, il regardait par la fenêtre, une expression de profonde solitude sur le visage. Elle posa la tasse avec précaution, s'assurant que l'anse faisait face à sa bonne main droite. Il remarqua ce petit geste, ses yeux vacillant vers elle. « Merci » murmura-t-il. Il commanda le plat du jour. Un bœuf bourguignon avec des pommes de terre vapeur. C'était la chose la moins chère sur la carte. En prenant sa commande, elle vit que le tremblement de sa main gauche était assez sévère, ce qui lui rendait difficile de tenir la carte stable. Tout au long de son repas, Amélie garda un œil discret sur lui. Elle remarqua comment il luttait pour couper sa viande d'une seule main. D'autres serveuses l'auraient peut-être ignoré, désireuses de libérer la table rapidement, mais Amélie ne le pouvait pas. Cela lui rappelait trop les innombrables fois où elle avait dû aider sa mère avec des tâches simples similaires devenues des défis monumentaux. Prenant une profonde inspiration, elle retourna à sa table. « Monsieur, dit-elle doucement, cela vous dérangerait-il si je… » Elle fit un geste vers son assiette. Il leva les yeux, une lueur de surprise et autre chose, de la méfiance, dans ses yeux. Il sembla sur le point de refuser, une fierté se dessinant sur sa mâchoire. « C'est juste, » continua Amélie, sa voix douce, « j'aide ma mère avec son repas parfois. Elle a aussi un petit tremblement. Je sais que ça peut être frustrant. » La tension dans ses épaules sembla s'atténuer légèrement. Il la regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose au-delà de la lassitude dans ses yeux bleu pâle. Il fit un signe de tête bref, presque imperceptible. Avec une efficacité discrète, Amélie prit son couteau et sa fourchette et coupa rapidement son bœuf en petites bouchées faciles à gérer. Elle le fit sans chichi, sans attirer l'attention sur eux, ses mouvements exercés et sûrs. Quand elle eut fini, elle replaça la fourchette dans sa bonne main. « Voilà, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Bon appétit. » Il ne dit pas merci. Il fixa juste son assiette, puis de nouveau elle, une expression complexe et illisible sur son visage. Amélie retourna à ses tâches, une étrange sensation s'installant dans sa poitrine. Elle ne l'avait pas fait pour un plus gros pourboire. Elle n'y avait même pas pensé. Elle l'avait fait parce que cela semblait être la chose humaine et juste à faire. Il termina son repas, paya le montant exact en pièces et laissa une seule pièce de 1 euro comme pourboire. Chloé, qui avait observé de l'autre côté du bistrot, laissa échapper un ricanement dédaigneux. « Tu vois, tout cet effort supplémentaire pour 1 euro. Tu perds ton temps, Amélie. » Amélie haussa simplement les épaules, empochant la pièce. Il ne s'agissait pas de l'argent. Pendant un instant fugace dans les yeux d'un vieil homme solitaire, elle avait vu une lueur de reconnaissance, un accusé de réception silencieux de son petit acte de gentillesse. Et dans son monde de lutte constante, cela ressemblait à une victoire. Elle ne le savait pas alors, mais cette seule pièce et le simple acte qu'il avait mérité étaient le premier domino à tomber dans une chaîne d'événements qui allait bouleverser son monde et le reconstruire d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le vieil homme devint un habitué de la banquette du fond du bistrot du coin. Il venait tous les mardis et jeudis, comme une horloge. Il commandait toujours le plat du jour, buvait toujours son café noir, et s'asseyait toujours dans la section d'Amélie. Les autres serveuses étaient plus qu'heureuses de le lui laisser. Elles le surnommèrent le vieux chevalier, une blague morbide sur son âge et son rythme lent. Amélie n'utilisa jamais ce nom. Pour elle, il était Monsieur Chevalier. Il lui avait dit son nom lors de sa 3e visite, une déclaration silencieuse qu'elle avait dû se pencher pour entendre. Arthur Chevalier. Leurs interactions étaient de brèves îles de calme dans la mer bruyante du bistrot. Amélie apprit sa routine. Il aimait qu'on lui resserve son café précisément 2 fois. Il préférait son plat avec un supplément de sauce. Il lisait toujours un roman de poche usée, la couverture si élimée qu'elle ne parvenait jamais à distinguer le titre. Et il luttait toujours avec sa main gauche. Amélie continuait de l'aider, coupant sa nourriture sans qu'on le lui demande, un rituel silencieux et compris entre eux. Elle lui apportait une serviette supplémentaire à glisser dans son col, anticipant le déversement occasionnel induit par le tremblement. Elle commença à lui apporter un verre d'eau avec une paille, une petite astuce qu'elle avait apprise avec sa mère. Il ne la remercia jamais explicitement pour ces choses, mais sa gratitude était là, dans la façon dont ses épaules se détendaient quand elle approchait, dans l'adoucissement de ses yeux lasses. Un jeudi pluvieux, le bistrot était inhabituellement calme. Monsieur Chevalier sirotait son café, fixant la fenêtre striée de pluie. Amélie, trouvant un rare moment de répit, s'approcha de sa table. « Il tombe des cordes, dehors, » dit-elle, plus pour briser le silence qu'autre chose. Il tourna son regard de la fenêtre vers elle. En effet, relatait-il, les jours comme celui-ci font mal aux os.
Je sais ce que vous voulez dire, dit Amélie, une note d'empathie sincère dans la voix. Ma mère a toujours du mal quand le temps change. Une lueur d'intérêt dans ses yeux. Votre mère. Oui, elle a la sclérose en plaques. C'est difficile pour elle de se déplacer. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, une rare fissure dans le mur soigneusement construit qu'elle érigeait autour de sa vie personnelle au travail. Monsieur Chevalier resta silencieux un long moment, son regard intense. Ce doit être un lourd fardeau à porter pour une jeune femme. Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'était pas habituée à une reconnaissance aussi directe et sans pitié de sa réalité. Elle offrit juste un petit sourire larmoyant. On se débrouille. C'est une battante. Et vous ? Demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Êtes-vous une battante, Amélie ? La question la prit au dépourvu. Elle regarda ses propres mains, calleuses et gercées par le travail. Elle pensa aux nuits blanches, à l'inquiétude constante, aux rêves qu'elle avait rangés comme de vieux vêtements. « Je dois l'être », murmura-t-elle. À partir de ce jour, leurs conversations, bien que toujours brèves, s'approfondirent. Il posait des questions sur sa mère, se souvenant de petits détails qu'elle avait partagés. Elle apprit qu'il vivait seul, qu'il aimait la musique classique et que sa femme, décédée de nombreuses années auparavant, lui manquait. Il parlait d'elle avec une profonde tristesse douloureuse qui résonnait avec les propres craintes d'Amélie pour sa mère. Pendant ce temps, les pressions de la vie d'Amélie s'accentuaient. Un avis arriva de la mutuelle, une lettre clinique et austère les informant qu'un nouveau traitement expérimental qui avait donné à Hélène une lueur d'espoir n'était pas couvert. Le coût était astronomique, un chiffre si grand qu'Amélie ne pouvait même pas le concevoir. Cela ressemblait à une condamnation à mort pour les chances de sa mère de retrouver un semblant de vie normale. Cette nuit-là, elle s'effondra en sanglots dans la salle de bain exiguë de leur appartement, le son étouffé par une serviette pour que sa mère n'entende pas. Le poids de tout cela était suffocant. Elle avait l'impression d'échouer envers la seule personne qu'elle aimait le plus au monde. Le lendemain au bistrot, elle n'était que l'ombre d'elle-même. Son sourire était fragile, ses mouvements mécaniques. Même Brigitte, la serveuse au grand cœur, le remarqua. « Ça va, ma chérie, on dirait que tu as vu un fantôme. » Amélie hocha simplement la tête, incapable de trouver les mots. Chloé, bien sûr, fut moins charitable. « Nuit difficile, tu devrais peut-être essayer de dormir un peu au lieu de faire je ne sais quoi. » Amélie l'ignora, se concentrant uniquement sur la fin de son service. Quand Monsieur Chevalier arriva, il lui suffit d'un regard sur son visage pour que sa propre expression s'assombrisse d'inquiétude. « Vous n'allez pas bien, Amélie, » affirma-t-il, sa voix basse et ferme. « Je vais bien, » mentit-elle, la voix tremblante. Il secoua simplement la tête lentement. « Non, vous n'allez pas bien. » Il mangea son repas en silence, mais son regard la suivit alors qu'elle se déplaçait dans le bistrot, une présence silencieuse et vigilante. Quand il fut prêt à partir, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. En se levant, il posa sa bonne main sur son bras, son contact étonnamment ferme. « Courage !» râla-t-il, ses yeux bleu pâle se fixant dans les siens. Parfois, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Il partit ensuite, laissant son pourboire habituel et maigre sur la table, mais ses mots et le geste inattendu de réconfort restèrent avec Amélie longtemps après son départ. Ils étaient une petite bougie vacillante dans l'obscurité écrasante de son désespoir. La situation à la maison devint plus critique. Hélène avait fait une mauvaise chute et le médecin insista sur le fait qu'elle avait besoin d'un lit médicalisé spécialisé pour prévenir les escarres et d'autres blessures. Le coût était une autre montagne insurmontable. Amélie commença à chercher un deuxième emploi, son désespoir une chose frénétique et griffante. Elle fonctionnait à vide, un cocktail volatile de caféine, d'adrénaline et de pure volonté. Un après-midi, Chloé était d'une humeur particulièrement massacrante. Un client s'était plaint de son steak, et Serge s'en était pris à tout le personnel. Alors qu'Amélie débarrassait une table, Chloé la coinça près du poste de débarrassage. « Tu sais, je ne te comprends pas, » ricana Chloé, sa voix dégoulinant de venin. « Tu passes tout ce temps à pouponner ce vieil homme pourquoi, un pourboire d'1 €? Tu pourrais être en train de charmer les hommes d'affaires de la table 5, ceux qui ont vraiment de l'argent. Mais non, tu joues les infirmières pour un vieux fossile fauché. » « Il ne s'agit pas de l'argent, Chloé, » dit Amélie, la voix lasse. « Oh, s'il te plaît, » se moqua Chloé. « Tout est une question d'argent. Regarde-toi. Tes chaussures tombent en morceaux. Tu vis probablement dans un taudis dans un quartier pourri. Tu ne veux pas plus pour toi-même. »« Ce que je veux, » dit Amélie, sa voix basse et dangereuse, sa propre fatigue et sa peur bouillonnant enfin à la surface, « c'est que tu t'occupes de tes propres affaires. » La confrontation laissa un goût amer dans sa bouche.
Mais les mots de Chloé, aussi cruels soient-ils, avaient touché un point sensible. Était-elle une idiote? Sa compassion était-elle une faiblesse dans un monde qui ne valorisait que la force et la richesse? Le jeudi suivant, Monsieur Chevalier arriva comme d'habitude. Il semblait plus silencieux que la normale, un air pensif, presque sombre. Amélie lui servit son repas, le rituel familier un petit réconfort dans son monde chaotique. Alors qu'elle remplissait son café, sa main trembla et une petite quantité de café éclaboussa la soucoupe. « Je suis tellement désolé, balbutia-t-elle, les nerfs à vif. « Amélie, dit-il, sa voix coupant court à ses excuses. Il ne regarda pas le café renversé, mais sa main. « Vous vous tuez à la tâche. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie, chaudes et soudaines. Elle ne pouvait pas les arrêter. Elle se détourna, mortifiée de pleurer au milieu du bistrot. « C'est juste, c'est tout, » s'étrangla-t-elle, le dos tourné. « Ma mère, le lit, la mutuelle. Je ne sais pas quoi faire. » Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de réconfortant, quelque chose comme « tout ira bien ». Mais il resta silencieux. Après un long moment, elle sentit une légère tape sur son épaule. Elle se retourna, essuyant ses yeux, pour voir Monsieur Chevalier lui tendre une serviette en papier. Il ne partit pas tout de suite ce jour-là. Il resta assis une heure de plus, sirotant son café froid, le regard fixé sur elle. Il la regarda gérer un client impoli, la mâchoire serrée par ce qui ressemblait à de la colère en son nom. Il la vit forcer un sourire pour une famille avec des enfants qui criaient. Il l'observa, et pour la première fois, Amélie sentit que quelqu'un la voyait vraiment. Pas seulement la serveuse, mais la jeune femme en difficulté en dessous. Quand il se leva enfin pour partir, il s'arrêta à son poste. Il glissa un morceau de papier plié dans sa main. « Un homme que je connais cherche quelqu'un avec vos compétences particulières, » dit-il, sa voix un grondement sourd. « C'est un homme bon. Voici son adresse. Allez le voir demain matin. Dites-lui qu'Arthur vous envoie. » Il se tourna alors et sortit du bistrot, laissant Amélie fixer le morceau de papier dans sa main. C'était un morceau de carton impeccable et cher, différent de tout ce qu'elle avait jamais vu posséder. Dessus, en une élégante écriture en relief, se trouvait une adresse. Une adresse dans l'un des quartiers les plus exclusifs et les plus riches de la ville, l'avenue Montaigne. Elle regarda de la carte à la porte où il avait disparu. Un tourbillon de confusion et une minuscule et fragile étincelle d'espoir s'enflammèrent en elle. Qui était ce monsieur Chevalier? Et qui, sur l'avenue Montaigne, pouvait bien attendre une serveuse du bistrot du coin? L'adresse sur la carte semblait être un objet étranger dans la main d'Amélie, la clé d'un monde qu'elle n'avait jamais fait qu'entrevoir de l'extérieur. 74 avenue Montaigne. Elle connaissait l'immeuble de réputation. C'était une forteresse de pierre de taille, un bastion de la vieille fortune et du pouvoir stupéfiant, abritant des PDG, des titans de l'industrie, et le genre de personnes dont la vie était chroniquée dans les pages mondaines, pas dans les marges des factures impayées. L'idée qu'elle, Amélie Leroy du 19e, se présente à son entrée en marbre était ridicule. Toute la nuit, elle lutta avec la proposition. Était-ce une sorte d'erreur, une mauvaise blague? Ou pire, le vieil homme, dans sa solitude tranquille, était-il simplement confus? Elle s'imaginait frapper à la porte d'un Penthouse palatial, pour être accueillie par un regard perplexe et un renvoi rapide. L'humiliation serait pire que la déception. Mais ensuite, elle pensa au visage pâle et fatigué de sa mère. Elle pensa à la lettre de la mutuelle, son langage froid et corporatif scellant leur sort. Elle pensa à la recommandation urgente du médecin pour le lit médicalisé. Le désespoir était un puissant moteur, assez fort pour l'emporter sur la peur et le doute. Que avait-elle à perdre? Sa fierté, qui avait été ébréchée il y a longtemps par les épreuves incessantes de la vie. Le lendemain matin, elle enfila sa seule bonne tenue, une simple robe noire reprisée à l'ourlet et un gilet pour cacher la légère usure au poignet. Elle se tint devant l'imposante entrée à baldaquin du 74 avenue Montaigne, se sentant aussi petite et déplacée qu'un chat errant dans une fosse au lion. Le portier, resplendissant dans un uniforme parfaitement taillé, la regarda avec une suspicion à peine voilée. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, son ton suggérant qu'il en doutait fort. Le cœur d'Amélie battait la chamade contre ses côtes. Elle serra le carton coûteux dans sa main. « Je suis ici pour voir quelqu'un, » balbutia-t-elle. « Monsieur Chevalier m'envoie. » Elle se prépara au rire, au renvoi. L'expression du portier changea très légèrement. La suspicion fut remplacée par une lueur de déférence. « Monsieur Chevalier, » répéta-t-il, son ton maintenant respectueux. « Bien sûr, le Penthouse. Je vais les informer que vous montez. » Penthouse. Le mot résonna dans le hall caverneux de dorure et de marbre alors qu'on la conduisait à un ascenseur privé. L'ascenseur monta avec une douceur silencieuse et troublante,
les parois en laiton poli reflétant une version déformée et aux yeux écarquillés d'elle-même. Cela ne pouvait pas être juste. Le vieux chevalier, Monsieur Chevalier, l'homme qui mangeait le plat du jour le moins cher et laissait une pièce d'1 € en pourboire, vivait ici. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un appartement tentaculaire qui était moins une maison qu'un palais dans le ciel. Les plafonds s'élevaient à 6 mètres de haut, au moins. Les fenêtres étaient de vastes panneaux de verre, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. Les sols étaient en marbre italien poli, partiellement recouverts de tapis persans anciens. Les murs étaient ornés de ce qu'Amélie, même avec son œil non averti, reconnut comme de véritables chefs d'œuvre, un Monet ici, un Picasso là. L'air lui-même semblait différent, plus pur, imprégné de l'odeur de la vieille fortune et des fleurs fraîches. Une femme en uniforme gris impeccable, les cheveux en un chignon sévère, l'accueillit. « Mademoiselle le roi, veuillez me suivre. Monsieur de Valois vous attend. » Monsieur de Valois, pas Monsieur Chevalier. La confusion s'intensifia, un nœud d'anxiété se serrant dans l'estomac d'Amélie. Elle suivit la femme dans un long couloir rempli d'art, ses chaussures usées silencieuses sur le tapis moelleux. Elles s'arrêtèrent devant un ensemble de portes massives en bois sombre. La femme frappa une fois, puis les ouvrit. « Mademoiselle le roi est ici, monsieur. » Amélie entra dans une vaste bibliothèque baignée de soleil. Des étagères bordaient les murs du sol au plafond, remplis de volumes reliés en cuir qui semblaient aussi vieux que le temps. Au centre de la pièce, assis derrière un grand bureau en acajou, se trouvait un homme. Il n'était ni vieux ni frêle. Il avait peut-être la soixantaine, avec une chevelure argentée fournie, un visage bronzé et beau, et des yeux de la nuance exacte de bleu pâle et à queue qu'elle connaissait si bien. Il était vêtu d'un costume impeccablement taillé. Sa posture était droite comme un i et sur le bureau, reposant à côté d'un ordinateur portable moderne et élégant, se trouvait une main gauche noueuse et tremblante. Son Monsieur Chevalier n'était pas là, et pourtant il y était. L'homme derrière le bureau la regarda, et l'expression lasse et gardée du client du bistrot avait disparu. À sa place se trouvait un regard d'une intelligence vive, d'autorité, d'un immense pouvoir. Mais les yeux étaient les mêmes. Les yeux contenaient la même lueur de quelque chose qu'elle avait vu de l'autre côté de la banquette du bistrot du coin. « Amélie », dit-il, et la voix n'était pas le râle rauque de Monsieur Chevalier. Elle était claire, résonnante et autoritaire. « Merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Amélie ne pouvait pas bouger. Son esprit vacillait, essayant de connecter deux réalités incroyablement différentes. L'homme à la veste en tweed usé et l'homme au costume sur mesure. L'homme qui luttait pour couper sa viande et l'homme qui commandait cet empire d'appartements. « Monsieur Chevalier », murmura-t-elle, le nom sonnant absurde dans ce décor. Un léger sourire effleura les lèvres de l'homme. « C'est un nom que j'ai utilisé. Mon nom est Alexandre de Valois. » Il désigna la chaise en face de son bureau. « S'il vous plaît. » Engourdie, Amélie s'enfonça dans la chaise en cuir souple. Elle coûtait probablement plus que les médicaments de sa mère pour une année. « J'imagine, » commença Alexandre de Valois, son regard inflexible, « que vous êtes quelque peu confuse. » Confuse ne commence même pas à décrire la situation, réussit à dire Amélie, sa voix à peine un murmure. Je ne comprends pas. Le bistrot, vos vêtements, votre main. Il leva sa main gauche. Le tremblement était toujours là, une paralysie incontrôlable. Ceci, au moins, est réel. Un petit accident vasculaire cérébral il y a quelques années. Il m'a laissé ce rappel constant de ma propre mortalité. C'est, disons, une affliction qui rend humble. Il se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Ma femme, Hélène, le même nom que votre mère, une coïncidence qui ne m'a pas échappé, est décédée il y a 5 ans. Après son départ, je me suis retrouvé entouré de gens, mais totalement seul. Conseiller financier, membre du conseil d'administration, soi-disant amis. Tous voulaient quelque chose d'Alexandre de Valois, le milliardaire. Ils voyaient la fortune, pas l'homme. Leur gentillesse était transactionnelle. Leur sollicitude était une marchandise. Il fit une pause, son regard dérivant vers la fenêtre et la ville au-delà. Je m'en suis lassé. Je suis devenu cynique. J'ai commencé à me demander si la véritable gentillesse désintéressée existait encore dans ce monde. J'ai donc créé Arthur Chevalier, un vieil homme solitaire avec un handicap et vraisemblablement très peu d'argent. Un homme que personne n'aurait aucune raison d'impressionner. Je voulais voir comment le monde traitait un homme qui n'avait rien à offrir. Amélie écoutait, fascinée et horrifiée. Les derniers mois défilèrent dans son esprit. Elle coupant sa nourriture, les serviettes supplémentaires, les conversations tranquilles. Tout cela avait été un test. Pendant des mois, continua-t-il, sa voix plus douce maintenant,
Je suis allé dans des dizaines de bistrots, de cafés, de parcs. J'ai été ignoré. J'ai été traité avec impatience, avec pitié, avec mépris. J'étais un inconvénient, un fantôme dans la machine de la ville. Cette Chloé dans votre bistrot. Elle est la règle, pas l'exception. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, et l'intensité qu'ils contenaient lui coupa le souffle. Mais vous, vous étiez différente. Dès le premier jour, vous m'avez traité avec une dignité que personne ne m'avait montrée. Vous n'avez pas vu un cas social. Vous avez vu une personne. Vous m'avez aidé non pas pour un plus gros pourboire, car, comme vous le savez bien, mes pourboires étaient insultants, mais parce que vous êtes un être humain fondamentalement décent et compatissant. Vous avez coupé ma nourriture parce que vous compreniez la frustration et l'impuissance. Vous m'avez parlé parce que vous compreniez la solitude. Amélie sentit une rougeur lui monter au cou. Elle avait été observée, analysée, jugée, tout cela à son insu. C'était comme une intrusion, une violation. Alors tout était un mensonge, demanda-t-elle, une note de colère se glissant dans sa voix. Un jeu. Cela a commencé comme une expérience, corrigea-t-il doucement. Mais c'est devenu quelque chose de plus. Vous écoutez parler de votre mère avec un tel amour et une dévotion si féroce. Vous regardez travailler si dur, porter un fardeau si lourd avec tant de grâce. Vous m'avez rappelé ma Hélène. Elle avait cette même force intérieure. Vous avez restauré une partie de ma foi en l'humanité, Amélie. Il ouvrit un tiroir de son magnifique bureau et en sortit un dossier. Il le fit glisser sur la surface polie vers elle. J'ai demandé à mes collaborateurs d'examiner votre situation, Amélie. J'espère que vous pourrez pardonner cette intrusion, mais je devais comprendre toute la mesure de la femme que je rencontrais. Il désigna le dossier. Je connais la maladie de votre mère. Je connais le refus de la mutuelle de couvrir son traitement. Je connais le lit médicalisé dont elle a besoin. Je connais la montagne de dettes qui menace de vous écraser. Amélie fixa le dossier, son nom soigneusement dactylographié sur l'onglet. Elle se sentit exposée, vulnérable. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi feriez-vous tout cela » Alexandre de Valois se renversa dans son fauteuil, un long et profond soupir lui échappant. « Parce que, ma chère enfant, je suis dans une position unique. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 100 vies. Il m'a apporté du confort, oui, mais aussi beaucoup d'isolement et de désillusion. Vous, avec votre simple gentillesse non sollicitée, m'avez fait un cadeau bien plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. Vous m'avez donné de l'espoir. » Il se pencha de nouveau en avant, ses yeux bleu pâle, les yeux d'Arthur Chevalier, se fixant sur les siens. Ils n'étaient plus lasses, mais clairs et pleins de détermination. « Et maintenant, dit-il, sa voix résonnant de conviction, j'aimerais vous faire un cadeau en retour. Je veux changer votre vie, Amélie, tout comme vous avez changé la mienne. » Les mots restèrent suspendus dans l'air opulent de la bibliothèque, si immense, si capable de modifier la réalité, qu'Amélie ne pouvait les assimiler. « Changez votre vie. » Les gens disaient des choses comme ça dans les films, dans les contes de fées. Cela n'arrivait pas aux serveuses du 19e arrondissement qui achetaient leurs vêtements dans des friperies et dont la plus grande victoire de la semaine était de trouver un coupon de réduction pour la marque de thé préférée de leur mère. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, son esprit un fouillis frénétique d'incrédulité et d'un espoir sauvage et terrifiant. Alexandre de Valois, l'homme qui était et n'était pas Monsieur Chevalier, sourit d'un sourire sincère et chaleureux. Cela transforma son visage, effaçant une partie de l'aura puissante et intimidante et révélant un aperçu du vieil homme solitaire qu'elle avait connu. « C'est assez simple, en réalité, » dit-il en tapotant le dossier avec un doigt parfaitement manucuré. « Premièrement, votre mère. Mes médecins personnels comptent parmi les meilleurs au monde. Ils prendront en charge ses soins à compter de maintenant. Le traitement expérimental qui lui a été refusé lui sera administré. Le lit médicalisé spécialisé sera livré et installé cet après-midi. Tout, chaque visite chez le médecin, chaque médicament, chaque thérapie, sera pris en charge pour le reste de sa vie. » Le monde d'Amélie bascula sur son axe. Le poids implacable et écrasant qui pesait sur sa poitrine depuis des années se souleva soudainement, la laissant étourdie et à bout de souffle. Des larmes jaillirent de ses yeux. Pas les larmes de désespoir auxquelles elle était si habituée, mais des larmes de soulagement profond et accablant. « Mais ce n'est pas tout, » continua-t-il, sa voix douce mais ferme. « Une jeune femme de votre intelligence et de votre caractère ne devrait pas passer sa vie à servir du café tiède à des gens ingrats. » Il fit glisser un deuxième document sur le bureau. C'était une lettre d'acceptation sur du papier à en-tête de la Sorbonne. Vous avez mentionné un jour à Arthur Chevalier que vous rêviez de devenir assistante sociale, d'aider les gens. Je crois que vous seriez extraordinaire. J'ai arrangé une bourse complète pour leur programme de master en travail social,
L'un des mieux classés. Vos frais de scolarité, vos livres, vos frais de subsistance, tout est couvert. Amélie fixa la lettre, son nom imprimé en gras. La Sorbonne. C'était un rêve qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle l'avait presque oublié. Et enfin, dit de Valois, son ton devenant plus professionnel, une personne ne peut pas étudier et s'occuper d'un être cher sans ressources. J'ai créé un fonds fiduciaire à votre nom. Il vous fournira un revenu mensuel substantiel, suffisant pour vous assurer, à vous et à votre mère, de vivre dans le confort et la sécurité sans plus jamais avoir le moindre souci financier. Il nomma un chiffre, un montant mensuel qui dépassait ce qu'elle gagnait en une année de double service. Le nombre était si absurde, si astronomique, qu'il ne semblait même pas réel. Amélie ne pouvait que secouer la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Pourquoi? C'est trop. Je ne peux pas accepter cela. Vous le pouvez et vous le ferez, affirma-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Considérez cela non pas comme de la charité, Amélie, mais comme un investissement. Un investissement dans la gentillesse. Un investissement dans un avenir que je crois maintenant digne d'être construit. Vous l'avez mérité, non pas par un grand geste, mais par 1000 petits. Vous l'avez mérité chaque fois que vous m'avez apporté un verre d'eau avec une paille. Chaque fois que vous avez coupé ma nourriture. Chaque fois que vous m'avez parlé avec respect et empathie. Vous avez réussi un test dont vous ne saviez même pas que vous le passiez. L'ampleur vertigineuse de tout cela était trop forte. La pièce se mit à tourner. Alexandre de Valois, ou un membre de son personnel, avait dû anticiper cela. La femme à l'air sévère en uniforme gris apparut silencieusement à ses côtés avec un verre d'eau. Le reste de la réunion fut un flou. Des avocats furent appelés, des hommes en costume encore plus chers que ceux de Valois. Des papiers furent signés, sa main tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. On lui donna un nouveau téléphone, une nouvelle carte bancaire et les clés d'une voiture qui l'attendait apparemment dans le garage en bas. Tout se passait trop vite. Un raz-de-marée de fortune qui menaçait de la noyer. Quand elle sortit enfin en titubant du 74 avenue Montaigne pour retrouver la dure lumière du jour, le monde semblait différent. Le bruit de la ville paraissait lointain, les gens dans les rues comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Elle se sentait complètement déconnectée de la réalité qu'elle avait connue quelques heures auparavant. Son premier appel fut pour le bistrot. Elle parla à Serge, la voix tremblante. « Serge, c'est Amélie. Je dois démissionner. Je ne reviendrai pas. » Il y eut un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil, suivi d'un « ouais, peu importe. Ne t'attends pas à une bonne référence, bourru. » La ligne se coupa. C'était une fin brutalement abrupte à un chapitre de sa vie qui avait défini son existence. Sa prochaine destination était la maison. Alors qu'elle se garait devant son immeuble délabré dans une berline neuve et élégante qu'elle savait à peine conduire, elle le vit. Un grand camion banalisé était garé à l'extérieur, et deux hommes en uniforme professionnel manœuvraient un lit médicalisé ultramoderne à travers l'entrée étroite de son immeuble. Alexandre de Valois était un homme de parole. Les retrouvailles avec sa mère furent une tempête d'émotions. Hélène, voyant le lit, puis le regard sur le visage de sa fille, était déconcertée. Amélie essaya d'expliquer, trébuchant sur les mots milliardaire, incognito et monsieur Chevalier. Cela ressemblait à un rêve fiévreux, à l'intrigue d'un feuilleton. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, la vérité devint indéniable. Une infirmière, une femme aimable et professionnelle nommée Maria, arriva pour superviser les soins d'Hélène. Une équipe de nettoyeurs et d'organisateurs dépêchés par le gestionnaire de patrimoine de Valois débarqua dans l'appartement, demandant respectueusement la permission d'emballer leurs affaires. « Emballer ?» demanda Hélène, sa voix faible. « Où allons-nous » Amélie n'avait même pas eu le temps de digérer cette partie. Un appel de l'assistante personnelle de Valois l'avait informé qu'un nouvel appartement avait été arrangé pour elle. Un spacieux appartement en rez-de-chaussée dans un immeuble moderne et accessible dans le quartier de l'Opéra, avec vue sur un jardin tranquille. Le déménagement fut un tourbillon. En 48 heures, elle vivait dans un bel appartement ensoleillé, rempli de nouveaux meubles confortables et adaptés aux besoins d'Hélène. Le vieil appartement exigu du 19e, avec ses fantômes de lutte et d'inquiétude, semblait un lointain souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. Mais la transition ne fut pas sans ses propres tourments. Bien que le soulagement fût immense, Amélie ressentit un profond sentiment de déracinement. Elle se réveillait dans son nouveau lit douillet, le silence de l'appartement troublant après des années de sirène de la ville, et pendant un instant, elle ne savait plus où elle était. L'argent, la sécurité, tout cela était merveilleux, mais cela l'avait dépouillée de son identité. Elle avait été Amélie la survivante. Amélie la combattante. Qui était-elle maintenant? La nouvelle de sa fortune soudaine, comme cela devait inévitablement arriver,
atteignit le bistrot du coin. Brigitte l'appela, la voix pleine d'un bonheur sincère et larmoyant pour elle. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, ma chérie. Tu mérites ça. » La réaction de Chloé fut, comme on pouvait s'y attendre, tout à fait différente. Elle n'appela pas Amélie. Au lieu de cela, elle devint la star des ragots du bistrot. Amélie apprit par Brigitte que Chloé racontait à tout le monde une histoire folle et fabriquée de toutes pièces. « C'est une croqueuse de diamants. C'est ce qu'elle est », proclamait Chloé à quiconque voulait bien l'écouter. Elle a dû découvrir qui était ce vieil homme et la manipuler. Séduire un pauvre milliardaire confus. C'est dégoûtant. Elle l'a exploité. Les mots étaient des fléchettes empoisonnées, atteignant leur cible même à distance. Ils puisaient dans les insécurités les plus profondes d'Amélie concernant la situation. Avait-elle été naïve, ou Chloé avait-elle eu raison depuis le début? Sa gentillesse n'était-elle qu'un outil qu'elle avait utilisé sans le savoir? La pensée était une pilule amère. Une semaine après que sa vie eût été bouleversée, elle reçut une invitation. C'était pour un gala de charité organisé par la Fondation de Valois. Une note personnelle manuscrite d'Alexandre était incluse. « Il est temps, disait-elle, que vous rencontriez le monde dont vous faites maintenant partie. Et il est temps pour eux de vous rencontrer. Courage !» Amélie fixa l'élégante invitation, une nouvelle vague d'anxiété la submergeant. Elle pouvait gérer les clients impolis et les factures qui s'accumulaient, mais un monde de smoking, de robes du soir et de jugements murmurés, c'était une bataille qu'elle ne savait absolument pas comment mener. Son ancienne vie avait disparu. Mais elle commençait à réaliser que sa nouvelle vie, avec toutes ses promesses étincelantes, viendrait avec son propre lot d'épreuves. Le drame, semblait-il, était loin d'être terminé. Le gala de la Fondation de Valois se tenait au musée du Louvre. Pour l'occasion, une styliste personnelle organisée par le discret assistant d'Alexandre avait aidé Amélie à choisir une robe du soir d'un bleu saphir profond. Elle était élégante et sobre, mais elle ressemblait à un costume. En regardant son reflet dans le miroir de sa nouvelle chambre spacieuse, elle vit une étrangère la fixer. La robe était magnifique, le maquillage subtil appliqué par un professionnel, les bijoux simples scintillant à sa gorge, mais les yeux étaient les mêmes, remplis d'une incertitude familière. Sa mère, paraissant plus saine et plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des années, entra dans la pièce, manœuvrant avec expertise son nouveau fauteuil motorisé. « Oh, Amélie !» souffla Hélène, les yeux brillants. « On dirait une star de cinéma. »« J'ai l'impression d'être une imposteur », avoua Amélie, la voix tendue. « N'importe quoi, » dit Hélène, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Ce n'est pas un costume. C'est réel. Maintenant, vas-y, et pour l'amour du ciel, essaie de t'amuser. » Alexandre avait envoyé une voiture pour elle. En arrivant au Louvre, elle fut plongée dans un monde éblouissant et écrasant. Une rivière d'invités en tenue de soirée montait le grand escalier. L'air vibrait de rires polis, du tintement des flûtes de champagne et du faible bourdonnement d'une immense richesse et d'un grand pouvoir. Des noms qu'elle reconnaissait dans les magazines économiques flottaient à ses oreilles. Elle vit Alexandre près de l'entrée de la salle principale, une présence imposante, même dans une pièce remplie de titans. Il parlait à un ministre et à un philanthrope bien connu. Quand il vit Amélie, il s'excusa et se dirigea vers elle, son sourire sincère. « Amélie, vous êtes magnifique, » dit-il en lui offrant son bras. « Respirez. Vous avez votre place ici autant que n'importe qui d'autre. » Sa présence était un réconfort, une ancre dans la mer tourbillonnante de la haute société. Il commença à la présenter à des gens. Ses présentations étaient simples mais chargées de sens tacite. « Voici ma chère amie, Amélie Leroy, une femme au caractère remarquable. » Les réactions étaient une étude de curiosité polie. Les gens souriaient, lui serraient la main, leurs yeux la scrutant rapidement, essayant de la situer, de comprendre son lien avec le milliardaire reclus. Elle se sentait comme un spécimen exotique exposé. Puis elle la vit. De l'autre côté de la pièce, en train de frayer avec un groupe d'hommes à l'allure lisse, se trouvait Chloé. Amélie se figea. Que faisait-elle ici? Chloé semblait parfaitement dans son élément, moulée dans une robe rouge à paillettes criardes, une flûte de champagne tenue en l'air comme un trophée. Elle riait, un son fort et artificiel qui irritait les nerfs d'Amélie même à distance. Alexandre suivit son regard. Son expression se durcit. « Ah, mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix glaciale. « Je n'étais pas au courant qu'elle serait présente. »« Elle s'appelle Chloé, » dit Amélie d'une voix sourde. « Elle travaillait au bistrot avec moi. »« Je suis au courant, » dit Alexandre, son ton sec. « Elle est ici en tant qu'invitée de Monsieur Petit, un cadre subalterne dans l'une de mes filiales. Il semble que mademoiselle Dubois soit aussi ambitieuse que désagréable. »
Juste à ce moment-là, Chloé les aperçut. Ses yeux s'écarquillèrent pendant une fraction de seconde, une lueur de pur choc avant que son expression ne se transforme en un sourire narquois. S'excusant auprès de son groupe, elle se pavanait vers eux, ses hanches se balançant avec une confiance étudiée. « Tiens, tiens, tiens » roucoula Chloé, ses yeux parcourant la robe d'Amélie avec une envie mal dissimulée. « Amélie Leroy, regarde-toi, tu t'es bien arrangée. » Elle tourna ensuite son sourire éblouissant vers Alexandre. « Monsieur de Valois, c'est un immense honneur. Je suis Chloé Dubois. Je suis une grande admiratrice de votre travail. »« Mademoiselle Dubois, » dit Alexandre, sa voix plate et froide. Il ne tendit pas la main. Chloé ne se laissa pas démonter. « Je disais justement à mes amis que le monde est petit. Je travaillais avec Amélie. C'était si touchant de la voir s'occuper de tous les clients dans le besoin. Elle a toujours eu un faible pour les miséreux. » Elle regarda Alexandre avec un regard en coin, insidieux. Ça a vraiment porté ses fruits pour elle, à la fin, n'est-ce pas? L'implication était claire, une fléchette venimeuse visant à la fois Amélie et Alexandre. Elle dépeignait Amélie comme une prédatrice calculatrice et Alexandre comme un vieil homme sénile qui s'était fait avoir. Amélie sentit une bouffée de colère. L'ancienne Amélie se serait recroquevillée, intimidée, mais quelque chose avait changé. C'était peut-être la robe. C'était peut-être la sécurité de savoir sa mère en sécurité. Ou peut-être était-ce simplement le point culminant d'une vie passée à se faire bousculer. « C'est intéressant, Chloé, » dit Amélie, sa voix claire et ferme, se surprenant elle-même. « Ce dont je me souviens, c'est que tu appelais Monsieur Chevalier le vieux chevalier. Je me souviens que tu te plaignais de ses pourboires d'1 €. Je me souviens que tu me disais que j'étais une idiote de lui montrer une décence humaine élémentaire. Tu as raison sur une chose. Ça a porté ses fruits, mais pas pour la personne qui n'a jamais été intéressée que par le gain. » Le sourire de Chloé vacilla. Un éclair de fureur traversa son visage. « Tu as un sacré culot » siffla-t-elle à voix basse. Alexandre s'avança légèrement. Un mouvement subtil mais indubitable de protection. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix un grondement sourd et dangereux qui aurait pu geler de la lave. « Mon amitié avec Mademoiselle Leroy est une affaire privée. Cependant, je dirais ceci. Le caractère n'est pas déterminé par la façon dont on traite ses égaux ou ses supérieurs, mais par la façon dont on traite ceux que l'on perçoit comme étant en dessous de soi. Amélie a traité un vieil homme pauvre et handicapé avec gentillesse et dignité. Vous l'avez traité avec mépris. C'est la seule différence qui compte. » Il fit une pause, laissant ses mots en suspens dans l'air. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des amis à saluer. » Avec un dernier regard dédaigneux, il éloigna Amélie, laissant Chloé seule, son visage un masque de fureur et d'humiliation stupéfaite. L'échange avait été bref, mais Amélie sentit une montée d'adrénaline. Elle avait tenu bon. Elle avait dit sa vérité. Alors qu'il se dirigeait vers la terrasse surplombant la pyramide du Louvre, les mains d'Amélie tremblaient encore. « Merci, » dit-elle à Alexandre. « Vous n'aviez pas besoin de mon aide, » répondit-il en la regardant avec un nouveau niveau de respect. « Vous avez géré cela avec une force admirable. » Mais la rencontre avait planté une graine de malaise. Chloé était imprévisible, son ambition n'ayant d'égal que son absence de scrupules. Et Amélie sut avec une certitude déprimante que Chloé n'en resterait pas là. L'humiliation publique ne ferait qu'alimenter son désir de vengeance. Le reste du gala se déroula dans un état second. Elle rencontra des médecins qui allaient traiter sa mère, des professeurs qui seraient ses enseignants à la Sorbonne. Ils étaient tous gentils, accueillants. Mais Amélie ne pouvait se défaire du sentiment d'être une étrangère. La confrontation avec Chloé lui avait rappelé d'où elle venait et à quel point sa nouvelle position semblait fragile. Plus tard cette semaine-là, la première attaque arriva. C'était subtil, entrefilet anonyme dans un blog de potins en ligne de bas étage, mais les détails étaient sans équivoque. Quel milliardaire reclus et âgé s'est récemment accoquiné avec une compagne bien plus jeune au passé douteux? Des sources affirment que l'ancienne serveuse a mené une longue arnaque, exploitant la solitude du vieil homme pour s'assurer un pactole de plusieurs millions. On dirait que certaines personnes sont prêtes à tout pour une adresse sur l'avenue Montaigne. C'était l'œuvre de Chloé, Amélie en était sûre. Les mots étaient une marque au fer rouge, la dépeignant comme une croqueuse de diamants manipulatrice. La section des commentaires était un cloaque de vitriol. Sa nouvelle vie, qui avait semblé être un miracle, était maintenant entachée par le scandale. Alexandre était furieux. Son équipe juridique intervint immédiatement pour faire retirer l'article, mais le mal était fait. L'histoire était sortie, un murmure de doute qui la suivrait. Quelques jours plus tard, un assaut plus direct arriva. C'était une lettre à l'allure officielle envoyée par un cabinet d'avocats. Le sang d'Amélie se glaça en la lisant.
La lettre provenait d'un homme nommé Marc Fournier, se présentant comme le neveu éloigné d'Alexandre de Valois. La lettre alléguait qu'Alexandre n'était pas sain d'esprit, qu'il subissait l'influence indue d'une personne calculatrice et manipulatrice, Amélie. Elle annonçait l'intention de Fournier de demander au tribunal la mise sous tutelle de la succession d'Alexandre pour le protéger de l'exploitation. La lettre était une déclaration de guerre, et Amélie sut instinctivement qui avait mis l'arme dans la main du neveu. Chloé, dans sa quête de vengeance, avait trouvé un complice avide et consentant. Elle était assise dans son bel appartement ensoleillé, la lettre juridique tremblant dans sa main. La cage dorée avait refermé son piège. Sa récompense n'avait pas été une fin, mais un commencement, le commencement d'une nouvelle bataille, bien plus publique et vicieuse qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle ne se battait plus pour sa survie. Elle se battait pour sa réputation, son intégrité, et pour l'homme qui l'avait sauvée, qui était maintenant, à cause d'elle, en danger de tout perdre. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une serveuse et d'un milliardaire. C'était un témoignage des batailles invisibles que nous menons tous et de la vérité profonde selon laquelle notre véritable richesse ne se mesure pas en euros, mais dans notre capacité de compassion. Le parcours d'Amélie, des sols collants d'un bistrot aux salles de marbre de la haute société, nous rappelle que les plus petits actes de gentillesse peuvent résonner de la manière la plus inattendue, créant des ondes qui peuvent soit apaiser une âme troublée, soit déchaîner une tempête de cupidité et de jalousie. Son histoire est une leçon puissante. Le caractère est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, et la seule chose qui, en fin de compte, est vraiment inestimable. Si l'incroyable histoire d'Amélie vous a ému, merci de donner un pouce levé à cette vidéo pour montrer votre soutien. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille pour diffuser ce message d'espoir et de gentillesse. Et pour plus de drames de la vie réelle qui vous inspireront et vous captiveront, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.